bienvenue sur la panafricaine. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Au Mali, une reprise des attaques meurtrières est notée depuis quelques semaines dans le nord du pays. Des affrontements tantôt revendiqués par les groupes terroristes armés, tantôt justifiés par les combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad qui disent se défendre d'attaques de l'armée malienne. Des accusations réfutées par les FAMA qui se disent déterminés à assurer l'intégrité du territoire malien. Cette reprise des violences menace-t-elle l'accord d'Alger? L'alliance du Sahel entre le Mali, le Burkina et le Niger pourrait-elle être efficace dans la lutte contre le terrorisme? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, l'UNICEF pour sa part alertait en août dernier sur les conséquences de la crise au Niger sur des millions d'enfants vulnérables. Selon l'organisation officielle, ils sont plus de 2 millions d'enfants qui ont besoin d'une aide humanitaire. Des milliers de Nigériens sont aussi déplacés dans des pays voisins, d'où l'appel des Nations Unies à débloquer les routes d'acheminement pour garantir la livraison d'aide humanitaire au Niger. Le Togo et le Bénin sont prêts à soutenir cette initiative onusienne, mais les autorités nigériennes de transition refusent la main tendue du Bénin. Quelles conséquences des sanctions sur la situation humanitaire au Niger? Quelles solutions pour faire face à cette crise humanitaire dans le pays? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'être là avec nous. Bonjour Daoud, je vous remercie. Merci également à votre co-débatteur, M. Djibril Ning. Vous êtes membre de la société civile sénégalaise, également analyste politique. Merci également d'être là avec nous. Merci Daouda, très heureux de me retrouver à l'émission du débrief. Merci. Et toujours un plaisir également de partager le plateau avec vous. Selon vous déjà, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette reprise des attaques armées dans le nord du Mali? Il y a quelques temps, on avait noté au moins une certaine accalmie, mais là, depuis quelques jours, on note des attaques revendiquées tantôt par des groupes terroristes, tantôt également par les mouvements de l'Azawad. Qu'est-ce qui justifie selon vous cette reprise des violences? Très bien, merci Daouda, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord le départ des troupes de la MINUSMA, n'est-ce pas? Ils ne sont pas encore tous partis, mais il y a déjà un premier contingent qui est parti et qui a libéré certaines bases, n'est-ce pas, de l'armée, certaines positions, n'est-ce pas, dans le nord. Il y a également Barkhane, n'est-ce pas, après Serval, n'est-ce pas, qui est parti, n'est-ce pas. Et il y a surtout, en fait, qu'après le départ des troupes de la MINUSMA, les éléments de la junte et les éléments de l'Azawad ne sont pas d'accord sur l'occupation de ces bases libérées par la MINUSMA. Voyez. Puisque, en fait, dans l'accord de 2015, ce qui était retenu, c'était que on ne donne pas d'autonomie au nord, n'est-ce pas? Mais en lieu et place, il faut élargir les pouvoirs aux éléments de l'Azawad. D'après les gens de l'Azawad, il n'y a pas application de cette disposition-là. Par conséquent... Aujourd'hui, vu la situation dans cette partie du pays, avec la situation sécuritaire qui sévit avec les groupes terroristes armés et la situation d'exception, c'est-à-dire une transition que traverse le Mali, est-ce qu'également il y avait urgence à ce que ces groupes aujourd'hui armés, ces groupes rebelles Touareg de l'Azawad occupent le terrain? Est-ce qu'il ne serait pas mieux aussi que ce soit l'armée nationale malienne, les FAMA, qui occupent aujourd'hui ces zones abandonnées ou bien ces camps qui étaient occupés par la MINUSMA? Oui, effectivement. Dans l'accord, je continue d'ailleurs pour répondre à votre question, il y avait aussi que les éléments de Touareg et autres, etc., devaient être intégrés dans l'armée. Je pense que s'il y avait une bonne application de toutes ces mesures-là, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, que l'armée occupe ces bases-là n'aurait pas posé de problème, tout au moins par rapport aux gens de la CMA, la coordination des gens de l'Azawad. Il me semble que le pouvoir, n'est-ce pas, et travailler à une plus grande intégration
qui ne veulent pas faire sécession, qui ne revendiquent pas l'autonomie, mais qui ont juste un certain nombre de revendications qu'il faut satisfaire. Il me semble que l'approche souverainiste, n'est-ce pas, qui consiste à vouloir recouvrer l'étendue du territoire sans tenir compte de ces accords-là, de ces dispositions-là, risque d'être simplement contre-productive et d'aboutir à une telle situation, parce que la situation est extrêmement grave aujourd'hui. On a noté l'attaque du bateau, n'est-ce pas, avec 64 morts, 49 civils et 15 militaires, n'est-ce pas? Et ce bateau-là était extrêmement important dans le transport des passagers sur le fleuve Niger entre Koulikoro et Gao, n'est-ce pas? Il y a eu avant cela, le 1er septembre, n'est-ce pas, une première attaque qui s'est soldée par un mort, n'est-ce pas, qui a 12 ans. Il y a eu par la suite la base stratégique de Brême. La base de Gourem et d'autres attaques également notées à l'Éré. Et cher, que pensez-vous de cette attitude souverainiste soulevée par M. Ning, à savoir l'actuelle attitude souverainiste des autorités de la transition au Mali, puisque aujourd'hui les groupes Touareg leur reprochent cette attitude également, puisque, disent-ils, ils sont dans une logique d'autodéfense, puisqu'ils considèrent que les autorités actuelles du Haut-Mali sont en train de violer ces accords d'Alger. Oui, j'aimerais dire que cette attitude souverainiste de la part des autorités maliennes est une attitude qu'on peut comprendre. Du moment où que le Mali est dans une situation assez sensible et assez difficile. Je m'explique. Le Mali a été pratiquement surtout déstabilisé lors des printemps arabes de 2011 qui a favorisé pratiquement la prise d'une bonne partie de son territoire par des groupes terroristes. Mais on sait que le Mali actuellement est entouré d'indépendantistes d'une part et d'autres de mouvements terroristes qui se sont accaparés d'armes, qui sont venus de la Libye et qui ont profité en déstabilisant tout le Sahel pratiquement. Maintenant, actuellement, le mouvement Azawad autour de la CMA, la coordination des mouvements de Azawad, est entré dans une logique de vouloir peut-être reconquérir une bonne partie du territoire malien. Mais le gouvernement de Bamako craint que les forces terroristes qui sont emparées de ces armes-là puissent collaborer avec ces mouvements de la CMA-là pour vraiment essayer de faire fil sur Bamako. De ce fait, à Kidal, on a vu, comme l'a dit le doyen, lorsque la MINUSMA est en train de quitter Kidal, les bases qui sont installées au niveau de Kidal, l'armée malienne a voulu reprendre ces bases-là dans cette lancée souverainiste, comme vous l'avez bien dit. Maintenant, il faut comprendre aussi la position de Bamako, parce qu'on sait que le Mali est une très grande, vraiment étendue. D'ailleurs, récemment, même cher l'état-major malien a alerté sur, selon un des renseignements qu'ils ont, et qui parlerait aujourd'hui d'attaques imminentes à Bamako ou bien même autour. Effectivement, parce qu'on craint que... D'attaques imminentes autant pour moi. Parce qu'on craint que ces forces terroristes collaborent avec la CEMA pour entamer une lancée vers Bamako. De ce fait, officieusement, l'armée malienne est à qui vive. L'armée malienne se prépare par rapport à ces attaques-là. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'à Kidal, donc, on avait stoppé l'armée malienne à Kidal lorsque l'armée malienne a voulu reconquérir pratiquement tout le territoire malien. Mais avec le départ de la MINUSMA, de Barkhane, ainsi de suite, l'armée malienne... À l'époque, l'argument avancé par les Français, c'était qu'ils voulaient éviter une exaction. Des exactions autant pour moi. C'est-à-dire que si l'armée malienne entrait à Kidal, qu'il y ait des exactions auprès de ces rebelles Touaregs ou bien même des groupes terroristes qui étaient encore présents. Assimi Goïta même l'a dit. Donc, ce qu'il faut comprendre là-bas, c'est que dans cette lancée souverainiste, on sait que l'État malien n'est pas assez présent dans tout le territoire malien. Donc, il est important que l'armée malienne, qui représente la force et l'État malien, essaie de reconquérir une bonne partie de ces territoires-là. Mais, comme l'a dit le doyen, il faut entamer des pourparlers entre la CEMA et le gouvernement malien pour voir... Chef, dans cette reconquête, avant d'en venir pour parler, dans cette reconquête, tout à l'heure, M. Ning l'a dit, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire également pour l'armée malienne et leurs partenaires sur le terrain, comme les groupes paramilitaires russes, de faire la distinction aujourd'hui sur le terrain entre ces groupes séparatistes qui se revendiquent des mouvements de l'Azawad et les groupes terroristes, puisqu'il s'agit de deux groupes distincts?
Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire sur le terrain de faire la distinction? Oui, il est nécessaire de faire cette distinction-là, mais ce que, comme je l'ai dit tantôt, l'armée malienne craint qu'il y ait des ramifications entre ces groupes terroristes et les mouvements de la SEMA, parce qu'on a vu que lorsque le Mali était pratiquement déstabilisé, ces groupes-là ont fait fusion pratiquement. Donc Al-Qaïda au Maghreb avait pratiquement aidé ces groupes-là à vraiment se doter d'armes et faire une offensive vers les grandes villes maliennes, jusqu'à prendre beaucoup de grandes villes maliennes. De ce fait, il est important aussi de savoir que l'armée malienne a une très bonne renseignement. Vraiment, les Russes, avec cette force Wagner-là, sont en train de faire un travail avec l'armée malienne par rapport aux renseignements, mais aussi par rapport aux positions de ces groupes terroristes-là. Mais ce qui est important surtout de souligner, c'est que la SEMA revendique beaucoup de choses par rapport à Bamako, c'est-à-dire l'intégration pratiquement de ces demandes. Vraiment, ces demandes doivent être satisfaites par Bamako pour essayer de trouver la paix, parce qu'on risque de voir le Mali se déstabiliser, et vraiment ce n'est pas une situation qu'on veut revivre encore. Et M. Ning, cette reprise des combats aujourd'hui entre les combattants de l'Azawad et les forces armées maliennes, est-ce que cela ne risque pas de remettre en cause aujourd'hui l'accord d'Alger qui avait été conclu, je le rappelle, en 2015? Oui, c'est ça le gros risque. Le grand risque, c'est justement la remise en cause de cet accord-là. Parce que si cet accord est remis en cause, cela pourrait conduire à une fusion, ce que craint Bamako, entre le mouvement de l'Azawad. Et ça, ce n'est pas bien, parce que nous savons que l'État français est très frustré, vu la manière dont il a été, disons, son départ a été demandé, exigé par le Mali, n'est-ce pas? Même les Nations Unies, ce n'est pas de gaieté de cœur qui sont en train de décamper, etc. Voyez? Alors, tous ces éléments réunis font que, en fait, non seulement on risque de se retrouver, Bamako risque de se retrouver devant une fusion entre les éléments de l'Azawad, mais avec derrière aussi des multinationales, des forces, des lobbies, n'est-ce pas, des forces obscures, n'est-ce pas, anti-africains, anti-maliens, justement, pour financer, parce qu'on a vu que le mode opératoire, justement, est en train de changer, d'évoluer. C'est des roquettes, pas moins de 3 roquettes qui ont été tirées sur le bateau. Et cette attaque surprise sur la base de Brême. Et ils ont pu faire, n'est-ce pas, leur forfait et se retirer à temps. Voyez. Donc, là aussi, le mode opératoire qui a évolué doit faire réfléchir Bamako. Alors, le problème, c'est que le souverainisme en soi, effectivement, n'est pas condamnable en soi. Il faut bien qu'un État, pour être un État pleinement, dispose de l'entièreté de son territoire. Et d'ailleurs même, est-ce que le pouvoir de transition n'est pas toujours dans cette logique-là? Je m'explique. D'abord, il y a eu le départ des forces françaises Barkhane, ensuite les forces spéciales européennes Takuba, et dernièrement également les positions qu'occupait la MINUSMA. Est-ce que ce n'est pas également une façon ou bien une volonté pour les actuelles autorités de la transition malienne de pouvoir avancer davantage dans le nord et reprendre aujourd'hui ces terrains ou bien ces parties du pays qui étaient occupées soit par des groupes Touareg ou bien par des groupes terroristes? Oui, effectivement, le pouvoir de Bamako est à mon avis, dans cette dynamique-là. Mais il faut que le pouvoir se rappelle que nos États-nations nous ont été imposés. Ce n'est pas des États-provinces ou des États fédéraux ou d'autres types d'États qui auraient tenu compte davantage de nos réalités, de la diversité qu'il y a en Afrique. Parce qu'il y avait une forte diversité en Afrique, dans les empires africains, mais il y avait une cohabitation intelligente. Voyez. Ce que les États-nations qui ont été mis en place ne permettent pas toujours. Alors, c'est ça qu'il faut rattraper. Et à mon avis, qui a essayé d'être rattrapé par les architectes de l'accord de 2015, n'est-ce pas? Et qu'il faut certes parfaire, renégocier, mais je crois que c'est ça la bonne voie. Par conséquent, ce que Bamako est dans
disons, globalement dans la bonne voie. Parce que j'ai entendu Assimi Goïta dire que la sécurité précède le développement. Mais que sans développement, il n'y a pas de sécurité. Et ils sont en train de négocier avec la Russie pas mal de programmes de développement, là où les Français les appuyaient sur le plan militaire, mais sur le plan du développement, ne faisaient pas grand-chose. Donc c'est une excellente chose. Mais ce qu'ils doivent maintenant ajouter, comprendre, c'est que nos types d'États-là, avec les frontières artificielles et tout ça, ça fait que, en fait, il y a plusieurs, disons, minorités qui se sentent, pour une raison ou pour une autre, délaissées, qui se sentent, disons, non prises en compte, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, il faut bien un leadership puissant. À mon avis, il faut même peut-être aller vers un gouvernement d'union nationale parce que les seules élections à venir ne régleront pas le problème. Parce qu'on peut faire les élections, un parti remporte l'élection, et on va en rester là parce que les mêmes réalités sont là. Voyez. Alors, il faut aller vers un gouvernement d'union. Donc, un leadership très fort qui permettra, à travers un gouvernement d'union nationale, une forte intégration, n'est-ce pas, des différentes entités, des différentes réalités du Mali. À mon avis... Aller vers cette intégration-là aujourd'hui, avant la fin de la transition. Et cher, avant les attaques de l'ERE, je le disais tout à l'heure, les camps de l'ERE, la coalition des groupes armés du Nord, CSP, PSD, avait revendiqué une autre attaque meurtrière, celle du 12 septembre dernier, contre les forces armées dans la ville de Bourem. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, cette rupture de confiance entre cette rébellion séparatiste et les actuelles autorités maliennes de transition? Oui, d'abord, ce qui est difficile actuellement pour le régime malien, c'est-à-dire Bamako, comme l'a dit le doyen, Bamako veut coûte que coûte reprendre tout le territoire malien, contrôler tout le territoire malien dans son entièreté. Ce que refuse peut-être la CEMA veut être inclus par rapport à vraiment cette idée de Bamako de reprendre tout le territoire malien, mais surtout y être inclus pour pouvoir participer à des futures décisions que Bamako va prendre par rapport à la stabilité et par rapport à la situation globale du Mali. Parce qu'on sait que Bamako a fait ce qu'on appelle les assises de la... N'ont-ils pas raison également, cher, au vu de ce qui a été conclu en tout cas comme accord dans cet accord d'Alger? Oui, effectivement, parce que même au niveau des assises de la refondation, le Mali est souverain. Le Mali n'entend pas diviser pratiquement le pays en deux, parce qu'on sait qu'il y a des velléités étrangères qui veulent tout simplement que le Mali soit divisé en deux États, c'est-à-dire l'Azawad et le reste du pays. De ce fait, cela n'arrange pas les autorités maliennes, qui sont fermement attachées à l'intégrité de leur territoire. Ainsi, on a compris que cette dynamique que tient l'armée malienne par rapport à la reconquête du territoire, c'est une dynamique qui veut vraiment réunir le pays, vraiment réunir le drapeau malien et faire de telle sorte que l'État soit présent dans tout le territoire malien. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Parce que le Mali a été pratiquement attaqué, le Mali a été déstabilisé, le Mali a été sanctionné, le Mali a subi autant de problèmes. Malgré tout cela, le Mali est resté uni. Les Maliens se sont dit que ce qui compte actuellement, c'est d'être unis dans la difficulté, mais aussi de refonder l'État malien, c'est-à-dire de partir sur de nouvelles bases et de coopérer avec tout le monde. La France et certains États européens disent que bon, le Mali les a exclus de leur pays, le Mali ne veut plus coopérer avec eux, mais si on écoute les autorités maliennes à travers le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop ou même le premier ministre Choguel Kokla Maïga, mais ils nous disent tout simplement que ils n'ont exclu personne, ils veulent de nouveaux partenaires, à savoir peut-être russes, chinois, turcs ou autres, mais on a l'impression que la main occidentale veut choisir les partenaires qu'ont besoin pratiquement le gouvernement malien. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. L'État est indépendant, l'État a le droit de coopérer avec qui il veut. Fut-il la Corée du Nord? De ce fait, il faut accepter la souveraineté d'un État pleinement, une souveraineté pleine. Donc, il est important de souligner que le Mali actuellement traverse une situation difficile, mais cette situation doit conduire aux voisins du Mali, à savoir le Sénégal, la Mauritanie et les pays du Sahel, à réfléchir de manière collective par rapport à cette sécurité. On a vu la charte du Liptako Gourmand entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est une charte qu'il faut féliciter, il faut s'en féliciter. Parce que tout simplement, c'est la première fois, si je ne m'abuse, qu'on voit... Et nous y reviendrons même tout
tout à l'heure et sur l'impact même que cela pourrait avoir dans la lutte contre le terrorisme. On reste un peu sur l'accord d'Alger qui prévoyait déjà le désarmement de ces groupes rebelles, leur intégration également dans l'armée nationale malienne, ainsi que l'administration, les pouvoirs politiques, mais qu'il n'y aurait pas en tout cas une certaine autonomie de ces territoires maliens. Mais qu'est-ce qui a retardé selon vous aujourd'hui ce processus-là, c'est-à-dire le désarmement, l'intégration et tout? Qu'est-ce qui a retardé ce processus conformément à l'accord d'Alger? Comme vous savez, l'accord d'Alger, comme vous l'avez bien cité, a mis en place beaucoup de points concernant le désarmement, l'intégration vraiment de ces indépendantistes au sein du gouvernement de Bamako et d'autres aspects vraiment du territoire malien. Mais ce qui retarde cela, c'est surtout que l'Azawad, la SEMA, qu'on le dise haut ou qu'on le dise bas, ils veulent tout simplement avoir leur indépendance. C'est aussi simple que ça, mais le Mali tient fermement à la souveraineté de son pays. Le Mali est en train de reprendre les bases abandonnées peut-être par la MINUSMA. Le Mali est en train de prendre ces bases-là et c'est cela qui a fait éclater pratiquement le problème. Parce que tout simplement, ces mouvements indépendantistes-là veulent aussi reprendre ces bases-là. À Kidal, on a vu l'armée malienne revenir. Mais l'Azawad a tout de suite fait un communiqué en disant tout simplement que le gouvernement malien, Bamako, n'a pas le droit de venir reprendre ces bases-là. Et c'est quelque chose qui est impensable pour Bamako. Bamako cherche à avoir une souveraineté pleine et entière par rapport à tout le territoire malien, que ce soit jusqu'aux frontières algériennes ou mauritaniennes ou sénégalaises. Donc il est tout à fait normal qu'on vraiment écoute et qu'on salue cette position de Bamako là. Maintenant, ça a amené des frustrations au sein de la SEMA. On a vu cette SEMA-là sortir des communiqués en disant tout simplement et on reste sur ce point que vous venez de soulever, cher. Djibril Gningue, la MINUSMA a anticipé son retrait, vous l'avez rappelé au tout début de cette émission, du camp de Ber au nord du pays en raison de la dégradation de la sécurité dans cette zone et des risques élevés que cela pouvait occasionner pour les casques bleus qui étaient. Les forces armées maliennes ont par la suite repris ce camp de Ber, qui était un camp aussi très convoité par ces groupes Touareg. Cher vient d'ailleurs de le rappeler. Est-ce que cela n'a pas contribué à aggraver la situation? Oui, effectivement, ça a contribué à aggraver la situation. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que nos États ont été mis en place avant la nation. Ailleurs, les États sont l'émanation de la nation. Nos États, nous, en Afrique, c'est des États qui ont précédé la maturation de la nation, la formation totale de la nation. Nos nations sont encore en formation. Donc, il y a les bases sur lesquelles les composants de la nation cohabitent sont assez encore fragiles. Par conséquent, il faut y porter attention. C'est en cela que on peut comprendre, malgré tout, l'attitude des gens de l'Azawad, au Sénégal, la Casamance, par exemple, etc. Et c'est en cela que l'accord d'Alger est une excellente chose, que le mouvement de l'Azawad n'ait pas revendiqué l'indépendance, parce que ce serait inacceptable. Là, il parle beaucoup plus de violation de cet accord par les il parle beaucoup plus. Alors, c'est pourquoi je pense que ce qui a manqué pour l'application, la question que vous aviez posée à Cher, je vais d'abord y répondre aussi. Allez-y. Ce qui a manqué, c'est un gouvernement d'union nationale. Parce que s'il y a un État dominé soit par une junte, soit qui prend ses ministres comme il veut, etc., c'est d'autres sensibilités. Le mouvement de l'Azawad ne s'y retrouve pas, voyez. Mais d'anciens membres aujourd'hui de cette CMA figurent dans le CNT, le Conseil national de transition, qui fait office aujourd'hui d'assemblée législative au sein de cette équipe de transition. Oui, je sais. Mais ça, ici, je parle de l'exécutif qui met en œuvre les politiques. Comme vous avez dit, ce qui a été retenu, c'est qu'ils soient non seulement intégrés dans l'armée, mais au niveau des pouvoirs, n'est-ce pas? Au niveau de l'administration, celui qui peut faire ça, ce n'est pas le Conseil national de transition. Tout à fait. C'est l'exécutif. Or, pour que l'exécutif puisse le faire et soit à l'aise pour le faire, il faut que ce soit un gouvernement, un type de gouvernement, n'est-ce pas, qui ait un programme
un gouvernement d'union nationale. Et dans le programme du gouvernement d'union nationale, il y aurait ça, par exemple. Il y aurait un programme de développement qui puisse intégrer, et sur le plan économique, culturel, etc., les différentes composantes de la nation malienne. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, personne ne verra d'inconvénient à ce que l'État, cette fois-ci, recouvre l'entièreté de son territoire. Parce qu'on est dans l'État, toutes les parties sont dans l'État. Et savent très bien que, pour des raisons de sécurité nationale, un État ne peut pas abandonner une partie de son territoire à qui que ce soit. Avant de finir, juste sur un point, vous parliez tout à l'heure de la charte du Liptako Gourma qui réunit le Mali, le Burkina et le Niger. Aujourd'hui, quelle implication ou bien qu'est-ce que cela pourrait apporter aujourd'hui, cette nouvelle alliance entre ces trois dans la lutte contre le terrorisme? D'abord, par rapport à cette charte, il faut comprendre que le Mali, le Burkina et le Niger se sont mis dans une logique de mettre ce que j'appelle la sécurité collective, c'est-à-dire l'union de leurs forces pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire ces forces qui vraiment déstabilisent le Sahel, qui déstabilisent ces trois pays-là. Parce qu'on sait que le Liptako Gourma, c'est pratiquement la zone des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et cette zone est souvent sensible, et cette zone est en proie à des attaques terroristes. Comme vous le savez, les terroristes ne sont pas, une zone assez sensible et en proie à des attaques terroristes également, qui aggravent la situation humanitaire dans ces pays aujourd'hui du Sahel. C'est le cas au Niger, où aujourd'hui l'UNICEF parle de plus de 2 millions aujourd'hui d'enfants qui ont besoin d'aide humanitaire. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Cher, quelle lecture faites-vous déjà de cette situation humanitaire qui prévaut actuellement au Niger? Oui, la situation humanitaire qui prévaut actuellement au Niger est une situation délétère. Parce qu'on sait que depuis le coup d'État, le Niger a été sanctionné par la CEDEAO. La CEDEAO a pris des sanctions économiques contre ce pays-là. Et on sait qu'il y a une convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui interdit de sanctionner un pays qui n'a pas accès à la mer. On sait que le Niger n'a pas accès à la mer et le Niger fait partie de ces pays qui sont les pays où l'indice de développement humain est le plus faible dans le monde. De ce fait, c'est le Bénin et d'autres pays voisins qui permettaient au Niger de s'approvisionner par rapport à beaucoup de produits manufacturés ou produits alimentaires. De ce fait, ces sanctions-là ont été imposées par la CEDEAO. De ce fait, aussi, on a vu que cette situation humanitaire est en train de se désagréger. L'ONU l'a averti, l'Union européenne a averti aussi. Mais moi, ce que je dénonce, c'est que la CEDEAO devait faire des sanctions ciblées, peut-être par rapport aux autorités nigériennes. Mais en sanctionnant tout un pays, on prend le risque de vraiment poser un problème humanitaire qui va atteindre la population qui n'a pas pratiquement le choix par rapport à la situation qui se passe actuellement dans le pays. De ce fait, il est important que la CEDEAO puisse revoir sa copie par rapport vraiment à ce pays-là. Certes, ceux qui sont au pouvoir sont en train de manœuvrer, sont en train d'entamer des pourparlers avec la CEDEAO et d'autres organisations pour pallier à cette situation de famine et de menaces de maladies et d'autres, j'en passe. Mais ce qui est important à soulever, c'est que le Niger ne mérite pas cette situation, la population de ce pays-là ne mérite pas cette situation. Il est important qu'on puisse lever totalement ces sanctions-là et faire peut-être des sanctions ciblées par rapport à ces autorités-là, qu'on les choisisse. Et par rapport à la situation humanitaire, il y a même l'UNICEF qui parle de 2 millions ou de plus de 2 millions d'enfants, même aujourd'hui, qui ont besoin d'aide humanitaire, qui sont menacés par la famine. Mais également, il faudrait rappeler, cher, que la situation dégradante humanitaire que traverse le pays ne date pas aujourd'hui de cette transition également. Le Niger est un pays qui connaissait également une situation humanitaire difficile depuis plusieurs années du fait de plusieurs facteurs, que ce soit des facteurs politiques, sociaux ou même les conséquences du changement climatique qui impactent fortement ce pays-là également. Mais les sanctions que vous avez abordées tout à l'heure et pour lesquelles même vous appelez aujourd'hui les autorités de la CEDEAO à revoir ces sanctions, quelles conséquences selon vous de ces sanctions sur la situation humanitaire dans le pays? C'est pourquoi je vous ai parlé
parler de ces conséquences en début de propos, parce que certes le Niger a toujours vécu ce genre de situation, mais ces sanctions-là vont aggraver cette situation. Parce que l'indice de développement du Niger, l'indice de développement fait partie des indices les plus faibles dans le monde. Donc il y a beaucoup de millions de déplacés déjà par rapport à ces problèmes humanitaires-là. Il y a beaucoup de millions de déplacés. Beaucoup de régions sont menacées par la famine, la sécheresse et tout ça. On sait que ces phénomènes-là frappent ce pays de plein fouet. Mais en sanctionnant ces pays qui bénéficiaient d'aides venant de l'UE, de l'Organisation des Nations Unies, des membres de la CEDEAO, du Bénin, vraiment le port de Cotonou où transitaient pratiquement les frais nigériens. De ce fait, si on sanctionne ce pays par rapport à cette situation-là, on risque de vraiment empirer la situation. Parce que je ne vois pas la population de ce pays-là vraiment s'en sortir par rapport à ces sanctions-là qui vont aggraver vraiment ces cas de famine, ces cas de déplacement dans ce pays-là. Donc, on voit beaucoup de manifestations également de soutien de ces populations aux autorités de la transition. C'est ça le paradoxe d'Aouda, parce qu'en sanctionnant ce pays, on pensait qu'on allait mettre la population contre le régime en place. Mais au contraire, on a vu cette population faire bloc derrière ce régime et lutter pratiquement contre la CEDEAO. De ce fait, la CEDEAO doit revoir sa copie. Et M. Gningue, face à cette situation, il y a les Nations Unies qui ont ainsi appelé à garantir la livraison d'aide humanitaire au Niger, dont ont notamment besoin les enfants du pays. Le Togo et le Bénin ont répondu favorablement pour aménager ces couloirs humanitaires-là pour convoyer l'aide, mais les autorités du CNSP ont refusé l'aide de Cotonou. Que pensez-vous aujourd'hui de cette attitude des autorités nigériennes de transition? C'est une situation extrêmement critique, due à 3 facteurs essentiels qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a d'abord les groupes armés qui attaquent les populations, n'est-ce pas, détruisent des champs de culture, des ressources, n'est-ce pas, et occasionnent des déplacements de population. Il y a ensuite les changements climatiques, les inondations, qui par exemple détruisent, d'après certaines études, plus de 10 000 hectares chaque année, n'est-ce pas, et qui détruisent qui occasionnent des morts, des blessés par centaines, et détruisent des écoles, etc., des infrastructures. Voyez. Et il y a enfin les sanctions. Alors, ces 3 choses qui, mises ensemble, n'est-ce pas, impactent lourdement la situation humanitaire du Niger, n'est-ce pas, si bien que l'on évalue aujourd'hui le nombre de déplacés à 400 000, un peu plus de 400 000, le nombre de personnes qui sont en situation de vulnérabilité alimentaire, n'est-ce pas, à 4 millions, dont 3 millions sont dans une situation sévère. Et 7 millions seraient dans une situation modérée, de crise alimentaire modérée. Donc, c'est une situation extrêmement pénible et grave. Et au moment où, à la frontière, il y a par exemple 10 conteneurs contenant des kits pour le traitement du choléra, et il y a un millier de boîtes également, 1 million de boîtes, n'est-ce pas, pour le traitement du paludisme. Alors, si l'on sait qu'il y a une carence, un déficit énorme d'eau, de médicaments, etc., voyez, de nourriture, alors on mesure à partir de ce moment la gravité de la situation, non seulement pour le Niger, non seulement pour les couches vulnérables, mais cela risque d'atteindre les autres couches non vulnérables, et cela au-delà du Niger même. Certaines maladies peuvent être déclarées et atteindre les pays limitrophes. Et face à cette situation même que vous venez de décrire, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'attitude des autorités nigériennes qui refusent aujourd'hui ce couloir humanitaire venant du Niger? Je rappelle qu'il y a une trentaine de camions qui sont bloqués aujourd'hui, des camions du programme alimentaire mondial et de l'UNICEF également, qui contiennent soit des besoins nutritionnels ou bien pharmaceutiques,
pour ces populations vulnérables-là, mais qui sont bloquées du fait que les autorités ne veulent pas du couloir humanitaire béninois, mais sont OK aujourd'hui pour le territoire, pour aujourd'hui ce couloir humanitaire venant du Togo. Quelle lecture de cette attitude des autorités du CNSP? Lorsque les relations sont difficiles entre les États, c'est une réaction compréhensible. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en matière humanitaire, c'est effectivement, comme vous dites, le PAM, la Croix-Rouge, l'UNICEF, etc., qui sont impliqués. Et c'est des organismes qui ont l'habitude d'agir sur le plan humanitaire et qui agissent suivant un certain nombre de règles d'impartialité, de neutralité, etc. Donc, les autorités nigériennes peuvent leur faire confiance, n'est-ce pas, et accepter, à mon avis, ce couloir humanitaire, n'est-ce pas, humanitaire. Venant du Bénin. Venant du Bénin, je pense. Un autre voisin, Charles Togo, sollicité par l'ONU, comme le Nigeria également, pour l'acheminement de l'aide, s'est dit favorable. Les autorités de la transition au Niger sont plus ouvertes à cette proposition-là d'ailleurs, c'est-à-dire le couloir humanitaire venant du Togo. Mais est-ce que cette situation ne devrait pas aujourd'hui faire réfléchir à un allègement, vous le disiez tout à l'heure, un allègement des sanctions, vu la situation que traverse le Niger et la nécessité aujourd'hui d'acheminer ces vivres-là et ces médicaments dont ces populations ont besoin? Oui, il faut aller vers un allègement de ces sanctions-là, parce que sinon on risque de voir la situation se dégrader, on risque de voir la situation être très très compliquée pour ce pays-là. Donc ce couloir humanitaire doit être accepté par ce régime, du moment où la population, on sait que la population est menacée actuellement par plusieurs facteurs, dû à la famine, dû au réchauffement climatique par rapport aux cultures, dû à d'autres aspects qui vont pratiquement faire reculer ce pays, du moment où beaucoup de provisions qui devaient entrer normalement au Niger n'y sont pas. Donc ce couloir humanitaire est à bénir, comme l'a dit le doyen. Donc il faut comprendre que ces services des Nations Unies, à savoir le Programme alimentaire mondial et d'autres services, sont des vraiment organismes qui ont cette pratique humanitaire. Donc c'est des organismes qui n'ont pas de parti pris en politique ou en géopolitique ou en situation stratégique. Peut-être, bon, on peut penser qu'il y a une main basse de quelques organismes internationaux, mais c'est quelque chose de normal aussi. On est dans un monde multipolaire, un monde où, bon, les grandes puissances peut-être interviennent par rapport à des organismes, peut-être pour venir en appoint par rapport à des situations. Donc la situation au Niger, les autorités doivent laisser ce couloir humanitaire-là au moins être une porte de sortie, une porte de bouffée d'air à sa population. Sinon on risque vraiment d'aller vers une situation catastrophique pour le Sahel. Certes, ces autorités-là sont actuellement sur le plan militaire au qui-vive, ils préparent une intervention peut-être de la CEDEAO, mais à côté, il y a la population qui souffre, il y a cette population qui est en train d'en pâtir. Donc de ce fait, il est important de revoir ce corridor humanitaire-là pour le bienfait des Nigériens. Et d'ailleurs, la suspicion aujourd'hui de ces autorités nigériennes, ce sont des accusations de son voisin du Bénin. Les autorités du Niger accusent les autorités du Bénin aujourd'hui d'accepter un déploiement de matériel militaire en vue aujourd'hui d'une intervention ou bien d'une probable intervention militaire au Niger, ce que ne confirme pas en tout cas ces autorités béninoises. Je rappelle aussi que les sanctions économiques et financières sont tout aussi ressenties également par ces populations béninoises-là, puisque le port de Cotonou, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est un port où transitaient également beaucoup de produits dont ces pays-là ont besoin, que ce soit le Niger ou le Bénin. Donc est-ce qu'aujourd'hui également, le Bénin n'a pas tout aussi intérêt à un réchauffement des relations entre son pays et le Niger également? Oui, le Bénin y a intérêt. Il faut une stabilisation de ces relations-là. Parce que utiliser le Bénin comme base arrière de ces futures troupes, entre guillemets, qui veulent pratiquement envahir ce pays et renverser le régime actuel. Mais l'information n'est pas confirmée. La France, du côté de la France, Emmanuel Macron a démenti lors de sa conférence de presse lors des BRICS, du sommet des BRICS tenu en Inde. Les autorités béninoises ne confirment pas également cette information-là. Oui, effectivement, ce n'est pas encore confirmé. L'information n'est pas confirmée, mais c'est des prévisions en tout cas qu'on va faire. Parce que si le Bénin accepte
que d'une certaine manière les troupes de la CEDEAO puissent, la force entrante de la CEDEAO puisse passer par son territoire pour envahir le Niger. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, cela risque d'être une situation catastrophique. Sur le plan militaire, on sait que cette zone-là vraiment est en proie à la déstabilisation parce que des forces terroristes y opèrent jusqu'à présent. Le Bénin est menacé par, vous le savez, par des forces terroristes qui viennent du Niger ou dans le Sahel. De ce fait, il est important pour qu'il y ait des pourparlers sur le plan diplomatique, que ça soit officiel ou officieuse, pour essayer vraiment de trouver une solution par rapport à cette situation. Parce qu'on ne peut pas sanctionner un pays extrêmement pauvre. Des pays pauvres ne peuvent pas se regrouper pour sanctionner un pays extrêmement pauvre et qui fait partie de notre communauté. C'est extrêmement grave. Donc c'est à dénoncer. Il faut vraiment entamer des solutions pérennes qui vont permettre au pays et à la CEDEAO de revenir vraiment à la raison par rapport à cette situation. Et M. Ning, le président de la transition burkinabé, le capitaine Traoré, a également convoyé aujourd'hui de l'aide, surtout des vivres aux populations nigériennes. C'est plus de 300 camions qui ont quitté le Burkina aujourd'hui pour le Niger. Les autres pays également, comme le Mali et les autres pays également qui sont partenaires en tout cas du Niger, sont en train de réfléchir à cette solution-là. Que pensez-vous de cette solidarité-là entre ces pays sous transition présentement? Non, je pense que c'est une excellente chose. Ça veut dire que la charte du Liptako-Gourma est en train de fonctionner. Et je pense que c'est une très bonne expérience, n'est-ce pas? Et ça va faire école. Et je pense que ça va permettre aux populations de se mettre en confiance et aux États de se mettre davantage en confiance pour que ces États apprennent à compter sur eux-mêmes. C'est ce que la CEDEAO aurait dû permettre. Non seulement la CEDEAO en tant qu'entité supranationale doit agir, mais la CEDEAO devrait favoriser la coopération interétatique dans des sous-régions, dans certaines zones de l'Afrique, comme ils sont en train de le faire. C'est d'ailleurs l'une des missions premières de l'organisation, c'est de faciliter l'intégration entre les peuples et ces États. Voilà. Je pense que donc c'est une excellente chose. Mais la CEDEAO, qui avait une mission économique, les États, strictement est en train de devenir vraiment un organisme politique, à mon avis. Donc, mais en matière de sanctions, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être pour cette raison-là que la CEDEAO est en train de se tromper vraiment de façon très très grave. Parce qu'on n'a vu nulle part des sanctions non ciblées. Cheikh le disait tout à l'heure. Même quand les États-Unis prennent des sanctions vis-à-vis de l'URSS, de la Russie plutôt, ou d'autres pays, c'est toujours ciblé. Parce qu'on tient compte d'un certain nombre de réalités. Voyez. Par conséquent, ce que la CEDEAO doit faire impérativement, c'est d'introduire dans son package un certain nombre d'exemptions. Les médicaments, l'eau, les produits de première nécessité d'une manière générale, n'est-ce pas? L'énergie. Ces choses-là, on ne peut pas les inclure. Mais est-ce que cette nouvelle alliance aujourd'hui entre le Mali, le Niger et le Burkina, c'est-à-dire cette charte du Liptako-Gourma qui les lie, est-ce que cela pourrait constituer en partie aussi une solution pour la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire? Oui, je pense qu'effectivement, cela peut permettre d'ouvrir, de démultiplier les couloirs. Les corridors. Voilà, les corridors, pour faire parvenir de façon massive, n'est-ce pas, les aides alimentaires. Voyez. Parce qu'il faut des ponts aériens, non seulement il faut des couloirs, des corridors sur le plan routier, mais il faut des ponts aériens pour parer au plus pressé, pour parer au plus vite, parce que c'est une situation qui est extrêmement grave, n'est-ce pas, et qui peut, n'est-ce pas, échapper à toutes sortes de maîtrises.
Parce que comme je le disais tout à l'heure, s'il y a certaines maladies qui sont déclarées et qui se répandent dans la région même impacter tous ces autres pays, ce serait autre chose, un autre problème, n'est-ce pas? Et cher, comment faciliter aujourd'hui l'aménagement de ces ponts aériens ou bien même de ces corridors au vu de la situation actuelle? Par exemple, le Mali, le Niger, le Burkina qui décident de se réunir, qui sont déjà membres de la CEDEAO, même s'ils sont suspendus à cause des putschs qu'il y a eu dans ces pays, mais qui se réunissent, qui mettent sur pied une alliance des pays du Sahel et à côté également la CEDEAO qui est là, qui existe toujours. Dans cette situation, comment pourrait-on aujourd'hui faciliter l'aménagement de ces ponts aériens et couloirs humanitaires pour acheminer aujourd'hui ces vivres, ces médicaments et tous ces produits de première nécessité dont les populations vulnérables nigériennes ont besoin? Par rapport même à ce Liptako-Gourma là, qui est une alliance défensive organisée par ces 3 pays pour repousser ces forces terroristes-là. Mais à un moment donné, donc ces 3 pays peuvent réfléchir à transformer cette zone du Liptako-Gourma, qui est une zone sensible, une zone pratiquement pauvre. Donc ces 3 pays peuvent conclure d'autres alliances qui vont découler de ce Liptako-Gourma-là pour permettre à cette zone d'être une zone développée et investir massivement sur le développement. Parce que si vous investissez sur le développement, c'est-à-dire satisfaire les besoins primaires, comme l'a dit le doyen, l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Si vous aidez les populations à avoir accès à ces sphères de développement-là, donc cela va permettre à ces populations-là peut-être de vaquer à leurs occupations. Maintenant, si on rattache ça par rapport à ce corridor humanitaire-là, donc ces ponts aériens qui vont être organisés, donc stratégiquement, ces 3 pays, avant de conclure cette charte, se sont réunis, se sont entretenus par rapport aux moyens et aux choses qu'il faut déployer sur le terrain pour permettre à la réussite de cette charte-là. Donc, si le volet militaire réussit, ils peuvent engager d'autres volets, le volet économique, le volet social, ainsi de suite, pour permettre à cette zone, surtout parce qu'on sait que la plupart de ces pays-là donc, sont couverts par des zones désertiques, des zones où l'État n'est pas assez présent. Donc, il faut aller investir vers le développement sur ces zones-là, permettre aux populations vraiment d'avoir accès à plusieurs aspects de la vie sociale, plusieurs aspects qui permettent à ces populations, à ces jeunes-là de trouver du travail, ainsi de suite. Parce qu'on sait... est-ce que ça, cher, ce serait le rôle d'un gouvernement de transition ou bien de pouvoir de transition? Oui, que ça soit un gouvernement de transition, un gouvernement militaire ou un gouvernement politique. L'essentiel, c'est que ces populations puissent être satisfaites par rapport au développement, mais par rapport aussi au devenir de leur pays. Parce que des coups d'État en Afrique, on va les dénoncer, on n'est pas d'accord avec les coups d'État. Mais Jerry Rawlings le disait, lui, il a été un dictateur doux. Un dictateur qui a permis au Ghana d'avoir le développement, de se mettre sur les rails de la démocratie, ainsi de suite. Donc tout le monde n'est pas mauvais. Moi, je dénonce vraiment les coups d'État, mais je dis que lorsqu'on a un dirigeant ou des dirigeants qui veulent mettre en place des mécanismes qui vont permettre de sécuriser le pays, parce qu'avant le développement aussi, il faut qu'il y ait la sécurité, comme le disait Goïta. Donc il faut tout faire pour retrouver la sécurité. Une alliance défensive, je pense que c'est quelque chose de très bien. Et M. Ning, au-delà aujourd'hui de la situation humanitaire, l'ONU ou bien des agences onusiennes parlent également d'impact sur les situations, en tout cas les droits humains. Aujourd'hui, qu'il y a une certaine dégradation également des droits humains dans ces pays en transition, que ce soit au Mali, au Burkina ou bien même au Niger, d'un pays dont nous parlons actuellement. En tant que défenseur des droits humains déjà, vous, quelle lecture faites-vous de la situation des droits humains présentement dans ce pays? Nous avons abordé tout à l'heure la question des réfugiés. Beaucoup aujourd'hui quittent le Niger pour se déplacer vers d'autres pays voisins. Et quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation des droits humains? Effectivement, on peut être dans ces pays-là avec la politique de la CEDEAO face même à une violation massive des droits humains. Parce que souvent, on met l'accent seulement sur les droits civils et politiques, qui sont les droits humains de première génération, n'est-ce pas? Et en indexant ces gens-là, en disant quelque part qu'ils ne permettent pas le droit de manifestation, etc., la liberté de la presse, etc., etc. Oui, c'est vrai qu'il faut insister sur ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont une transition qu'ils doivent réduire ou bâillonner les libertés, les droits civils et politiques, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres droits de l'homme qui sont non moins importants, c'est les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont les droits humains de deuxième génération. Et on le voit dans le cas d'espèce ici avec les sanctions de la CEDEAO, justement,
ce sont finalement ces droits-là qui sont violés par une organisation qui est supposée défendre le droit international, en réalité. Voilà. Et voilà à quelle absurdité on va aboutir, justement, avec ces sanctions non ciblées, ces sanctions, n'est-ce pas, qui ne comportent qui ne prévoient pas de couloir humanitaire, qui ne prévoient pas d'exemption, n'est-ce pas, au niveau d'un certain nombre de produits. Et face à cette situation, comment veiller aujourd'hui à ce que ces différents acteurs puissent mener à bien leur travail afin que cette aide humanitaire arrive à ces populations qui en ont besoin? En parlant des différents acteurs, la CEDEAO, le Niger, les pays voisins et toutes les organisations concernées aujourd'hui par la question. Il faut que toutes les autorisations, parce que vous savez, l'espace aérien, c'est ça, il y a un certain nombre d'autorisations qu'il faut avoir. Si vous survolez un pays en vous rendant au Niger, vous devez avoir, par exemple, des autorisations, etc. Il faut donc que les autorisations des pays survolés en matière de ponts aériens puissent, n'est-ce pas, déférer aux autorisations, les livrer. Il faut également que, en fait, la CEDEAO se réunisse même sur cette question-là et trouve un certain nombre de facilités, de facilitation, n'est-ce pas, pour appeler les différents États membres, justement, à prendre les dispositions, n'est-ce pas, pour que les aides humanitaires puissent parvenir le plus rapidement possible. Au cas où, évidemment, ces aides devraient transiter par leur pays, au cas où leur pays devrait être appelé à agir dans ce cadre-là, etc., etc. Et Cheikh, au-delà de la CEDEAO, comment des pays comme le Niger, le Bénin et le Nigeria pourraient davantage travailler à faciliter leurs relations, puisque les sanctions de la CEDEAO ont fortement impacté aujourd'hui les relations entre ces pays-là, c'est-à-dire le Niger et ses voisins? Comment travailler à davantage raffermir ces liens-là pour atténuer en tout cas l'impact de cette crise humanitaire dans ce pays, puisque les populations sont souvent parents de part et d'autre de ces frontières? Effectivement, comme vous l'avez dit, les populations sont parents, souvent c'est les mêmes communautés, mais le problème c'est les dirigeants. Et Tinubu, dans tout cela, qu'est-ce qu'il a dit? Donc Tinubu, on dirait que c'était lui le porte-étendard de l'intervention militaire. C'est lui qui pratiquement tenait les discours assez... À la tribune des Nations Unies, lors de la 78e Assemblée Générale, il a rappelé qu'ils sont en discussion avec le pouvoir de transition pour arriver à une solution qui soit une solution pacifique. Donc voilà, donc tous ces genres de problèmes se finissent autour d'une table, nous le savons très bien. Mais au début, Tinubu, vu qu'il est le nouveau chef d'État du Nigeria, il avait un discours va-t-en-guerre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il fallait déjà... aller autour de la table pour tenter aujourd'hui de trouver une solution ou des solutions à la situation humanitaire que traverse le Niger, ce qui implique également que les différents acteurs y jouent leur partition. Nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore d'avoir été avec vous et toujours un plaisir de partager aussi le plateau avec vous. Merci Daouda. Merci également à M. Djibril Ning, membre de la société civile sénégalaise, également analyste politique. Toujours aussi un plaisir, M. Ning, de partager le plateau avec vous. Merci, ça a été un plaisir. Merci à vous. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.